Il existerait un manuel non écrit, mais d'une efficacité redoutable pour quiconque veut établir et maintenir un pouvoir absolu. Une sorte de méthode qui, étape par étape, peut transformer un leader en tyran. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble les chapitres secrets de ce mode d'emploi glaçant. Un guide qui a malheureusement façonné l'histoire et qui continue de menacer le présent. La question est directe, et la réponse, vous allez le voir, l'est tout autant. Loin d'être le fruit du hasard ou de la seule folie d'un individu, la prise de pouvoir totale est presque une science. Une mécanique très précise que l'on va décortiquer chapitre par chapitre pour révéler ce qu'on pourrait appeler l'anatomie de la tyrannie. Notre analyse suivra donc 5 étapes clés. D'abord, la conquête du pouvoir. Ensuite, la purge, c'est-à-dire l'élimination des alliés devenus rivaux. Puis, on verra la construction des piliers du contrôle absolu, l'asservissement de toute l'économie, et enfin, les secrets pour faire perdurer la tyrannie. C'est un cheminement complet du révolutionnaire au despote. On commence donc par la première étape, la conquête du pouvoir. Il faut bien comprendre que tout commence bien avant le coup d'État. La toute première pierre, elle est posée dans l'esprit des gens, en exploitant leurs peurs et leurs espoirs à travers ce qu'on appelle le populisme. Le processus est très méthodique. Ces 5 étapes s'enchaînent avec une logique vraiment implacable. Ça commence par la séduction, la création d'une personnalité charismatique, puis on déligne un ennemi pour fédérer la haine. La propagande vient marteler un message simple, l'idéologie étouffe toute pensée dissidente, et au moment parfait, celui d'une crise nationale, le piège se referme. C'est une conquête psychologique bien avant d'être politique. Et cette tactique, elle est aussi vieille que le pouvoir lui-même, la création du fameux bouc émissaire. En dirigeant la colère du peuple vers un ennemi tout désigné, comme Hitler l'a fait avec les Juifs, ou Idi Amin avec la minorité asiatique, le futur tyran atteint un double objectif. D'un côté, il unifie sa base autour d'une haine commune, et surtout, il détourne l'attention de son incapacité à résoudre les vrais problèmes du pays. Bon, le pouvoir est conquis. Mais voilà qu'un nouveau danger apparaît, souvent plus grand que l'ancien régime. Ce danger, il vient de l'intérieur, de ceux-là même qui ont aidé le tyran à arriver au sommet. La consolidation du trône exige alors une purge impitoyable de ses propres compagnons de route. Le texte source est d'une franchise absolument glaçante. Les faiseurs de rois, on les tue. Pourquoi ? Eh bien parce que ceux qui vous ont mis sur le trône savent très bien comment vous en faire descendre. Ils connaissent vos secrets, ils partagent votre ambition et ils possèdent une légitimité qui rivalise avec la vôtre. Ils sont donc, logiquement, les premiers à devoir disparaître. L'histoire de Staline et Trotsky est l'exemple parfait de cette logique meurtrière. Attention, ce n'était pas une simple rivalité politique. Observez bien la chronologie. De l'exclusion du parti en 1927, à l'exil, jusqu'à l'assassinat en 1940, c'est une campagne d'élimination méthodique, menée sur plus de 15 ans, pour s'assurer qu'aucune alternative au pouvoir stalinien ne puisse jamais exister. Le vide est fait au sommet. Mais pour qu'un pouvoir soit vraiment absolu, il ne suffit pas d'éliminer les hommes. Il faut anéantir les contre-pouvoirs. L'étape suivante est donc de remodeler l'État dans son intégralité, pour qu'il devienne une simple extension de la volonté du dictateur. Le contrôle absolu, il s'infiltre absolument partout. Le mégaphone de la propagande contrôle ce qu'on entend. La balance de la justice, complètement truquée, contrôle les droits. Le livre de l'éducation, verrouillé, contrôle ce que les enfants apprennent. Et l'œil de la surveillance contrôle les moindres faits et gestes. L'objectif est simple, qu'il n'ait plus aucun espace, ni physique ni mental, où l'opposition puisse naître. Et au cœur de cette immense machine de contrôle se trouve le culte de la personnalité. C'est l'arme psychologique ultime. Ici, on ne parle plus de politique, mais de foi. Le leader n'est plus un simple dirigeant, non, il est élevé au rang de guide quasi divin, de sauveur, d'incarnation du destin de la nation. La pensée critique est alors simplement remplacée par la dévotion. George Orwell l'a parfaitement résumé. Qui contrôle le passé, contrôle le futur. D'un côté, on efface l'histoire qui dérange, de l'autre, on réécrit un avenir glorieux. En maîtrisant complètement le récit national, le régime ne se contente pas de mentir sur le passé. Il s'assure de contrôler la réalité de demain. Mais la propagande, la surveillance, la peur, tout ça a un coût. Un État totalitaire est une machine qui coûte incroyablement cher à faire fonctionner. Ce qui nous amène au 4e pilier, le véritable moteur économique de la tyrannie, l'argent. Dans une dictature, l'économie ne sert pas à créer de la richesse pour tous. Non, son seul et unique but est d'acheter la loyauté. Regardez, la quasi-totalité des ressources de l'État va à l'armée et à la sécurité pour réprimer, et à une clientèle, c'est-à-dire un réseau de fidèles qui doivent leur fortune au régime. Et les services publics, le peuple, ils ne reçoivent que les miettes, juste assez pour éviter une révolte généralisée.
Ce système crée une sorte de prison dorée. L'échelle sociale n'a qu'un seul point d'accès et il est contrôlé tout en haut. Toute ambition personnelle, toute réussite professionnelle passe obligatoirement par un acte d'allégeance. Le talent ne vaut plus rien, seule la loyauté compte. La soumission devient la seule et unique monnaie d'échange. Le système est en place, il est verrouillé, il est financé, mais il reste une obsession. La dernière, celle de tout tyran, le temps. Comment s'assurer que cette construction ne s'effondre pas après sa mort? Comment transformer un règne en une véritable dynastie? C'est tout l'art de la perpétuité. Pour durer, le régime doit se lancer dans une véritable ingénierie sociale à long terme. La stratégie est double. D'un côté, la distraction, des guerres à l'étranger pour souder le peuple ou du divertissement de masse pour détourner l'attention. Et de l'autre, l'affaiblissement, un système éducatif volontairement médiocre pour tuer l'esprit critique à la racine. Tout est fait pour que le peuple soit trop occupé ou trop peu éduqué pour se révolter. Et puis, il y a la question cruciale de la succession. Là-dessus, le manuel est très clair. Il ne peut y en avoir qu'un. Le choix d'un héritier unique, préparé dès son plus jeune âge, est essentiel pour éviter les guerres de palais, les luttes fratricides qui ont fait chuter tant d'empires. Toute autre ambition au sein de la famille doit être impitoyablement écrasée. Enfin, la voici, l'assurance vie ultime du régime. Sa police d'assurance contre le reste du monde, l'arme nucléaire. Une fois qu'un dictateur la possède, il devient quasiment intouchable sur la scène internationale. C'est le bouclier final, celui qui sanctuarise la tyrannie et la met à l'abri de toute intervention extérieure. Ce qui nous ramène à la question finale, est-ce que ce manuel n'est qu'une simple relique de l'histoire? Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas un simple exercice intellectuel, c'est un devoir de vigilance, car si les visages et les drapeaux changent, les techniques de manipulation, de contrôle et de consolidation du pouvoir absolu, elles restent tragiquement les mêmes. Et elles sont à l'œuvre aujourd'hui comme hier.